Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Alstom est sauvé, la crise est évitée. Bruxelles a donné son feu vert au nouveau plan du gouvernement et des banquiers. Réaction à Belfort et 3 questions à Francis Mer, ministre de l'économie et des finances. Quel avenir pour ce géant industriel? Bonsoir et à tout à l'heure. La région de Montpellier, dans la tempête, gros dégâts et circulation perturbée par de violents orages. Une femme est morte noyée à Lunel. Attention, le bulletin d'alerte de Météo France est maintenu jusqu'à demain après-midi dans le Languedoc et la basse vallée du Rhône. Gadget ou opération pédagogique, la journée sans voiture a connu un succès mitigé. 72 villes participantes contre 98 l'an passé et des réactions très tranchées, vous l'entendrez dans les embouteillages. Une catastrophe évitée de justesse à la SNCF. Invités à finir leur voyage à pied, les passagers d'un train en panne ont failli être percutés par un autre convoi. Des plaintes sont déposées, la SNCF enquête. Jacques Chirac veut déminer les relations franco-américaines en visite à New York pour l'Assemblée de l'ONU. Le chef de l'État rend hommage aux victimes du World Trade Center et annonce que la France ne s'opposera pas à la nouvelle résolution américaine sur l'Irak. Enfin, cette étude sur la vie au quotidien des obèses, de plus en plus nombreux en France. Moquerie, exclusion, repli. Les problèmes sont médicaux mais surtout psychologiques. 1 adulte sur 10 est concerné. On commence donc avec le dénouement dans le dossier Alstom. Les 28 000 salariés du groupe en France respirent un peu mieux ce soir. La Commission européenne a donné son accord au nouveau plan de sauvetage. Agnès Molinier. Au siège d'Alstom, en ce moment même, un conseil d'administration entérine la bonne nouvelle, le feu vert de la Commission européenne pour le nouveau plan de sauvetage de l'entreprise. La participation des banques a été augmentée, 2,4 milliards au total, celle de l'État aussi. Il investira jusqu'à 800 millions d'euros, essentiellement en prêt à long terme. 300 millions pourront lui être remboursés en actions, mais uniquement si la Commission le juge possible. Et c'est cette différence que voulait Bruxelles et qui clôt la polémique. Ce n'était pas une position confortable, d'autant plus qu'on me disait que si j'exigeais le respect normal des règles, il y aurait eu un dépôt des bilans et des conséquences catastrophiques. En apportant tout de suite plus de 3 milliards d'euros à l'entreprise, l'accord trouvé évite la faillite, mais le débat sur l'avenir industriel d'Alstom ne fait que commencer. Alors tout de suite nous allons à Belfort, l'un des principaux sites d'Alstom en France. Décision accueillie avec soulagement mais avec prudence aussi sur place. Séverine Lebrun, Annie Triboire. Rien n'est gagné, mais rien n'est perdu non plus. C'est un soulagement de courte durée. Ici, à Belfort, tous les salariés attendent beaucoup plus qu'un sauvetage financier du groupe. Il a sauvé les banquiers, le gouvernement, c'est tout. C'est une histoire de sauver les banquiers, notre emploi, nous, ils n'en ont rien à faire. Ce qui nous attend, nous, au niveau de l'emploi par la suite, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de commandes, quoi. Et il faudrait que l'État français relance les commandes au niveau de l'EDF et puis du ferroviaire, quoi. Car sur le site, un plan social menace toujours près de 1000 salariés. C'est toute la région qui vit dans le doute. Alstom est le premier employeur. On n'a pas sauvé Alstom, contrairement à ce que tout le monde dit. Alstom a besoin de long terme, a besoin de la longue durée, parce qu'il lui faudra des années et des années pour sortir du gouffre où les erreurs de ses dirigeants l'ont mise. Des centaines de personnes se sont déplacées juste par solidarité. Les salariés de Peugeot sont soumis à la même politique et au même risque que les salariés de l'Alstom et on a à se défendre ensemble et c'est ce qu'on fait. L'Alstom, c'est la vie de Belfort. Sans l'Alstom, il n'y a plus de Belfort. Pour tous, le gouvernement a certes fait un geste en renflouant le groupe, mais ils attendent beaucoup plus pour être rassurés. Voilà, et on parlera de l'avenir d'Alstom, mais tout de même, revenons à cet accord avec la Commission européenne. Merci d'être avec nous, Francis Mer, vous êtes ministre de l'économie et des finances. Est-ce qu'une maladresse n'a pas été commise? Est-ce que ce psychodrame n'aurait pas pu être évité si on avait d'abord consulté et discuté avec la Commission européenne avant d'annoncer ce plan? Je ne le crois pas parce que lorsque nous sommes intervenus début août, c'était en catastrophe face à une crise de liquidité et avec la nécessité de réagir très vite. Les banques et le gouvernement se sont retrouvés autour d'un projet
qui nous paraissait de nature à éviter le drame, et nous l'avons immédiatement soumis à la Commission. Après d'intenses discussions avec elle, dans une atmosphère tout à fait amicale, nous avons réussi à trouver la solution qui consiste pour les banques et pour l'entreprise à assurer le devenir en termes de financement, tout en laissant, disons, à la Commission la responsabilité de sa décision en ce qui concerne les conséquences à en tirer. Sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, Francis Maire, entre le discours libéral de ce gouvernement, qui est aussi le vôtre, et puis finalement l'attitude, dès qu'une entreprise a une difficulté, il s'agit évidemment là d'un géant de l'industrie, mais d'appeler l'État au secours et que l'État intervienne? C'est une très grande entreprise et en plus elle est européenne, elle a des positions mondiales incontestables dans ces domaines que vous connaissez. Dans ce contexte-là, il faut aussi être pragmatique. L'essentiel de l'effort, je le rappelle, a été fait par les banques. Et j'ai considéré, ainsi que le gouvernement, qu'il était de l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire de l'Europe, de contribuer aussi à ce redressement. Alors la dernière question, Francis Maire, c'est un employé d'Alstom qui vous la pose. Il s'appelle Jacques Rambure, il est aussi délégué CGT. On l'écoute. Qu'est-ce qu'il va faire pour dire au patronat d'Alstom qu'il faut qu'il arrête les suppressions d'emplois, la casse de l'entreprise et qu'il engage très rapidement avec l'État les commandes qui sont nécessaires pour rénover le pays en matière ferroviaire et énergétique. Voilà, c'est l'avenir d'Alstom donc qui est en question maintenant. Alstom est une très grande entreprise. Certes, le marché français est important, mais il exporte l'essentiel de sa production. Le problème d'Alstom, une fois que sa construction financière a été rétablie, c'est de retrouver sa compétitivité industrielle et commerciale. C'est le travail de l'entreprise, c'est le travail du management, c'est le travail de tous les patrons de toutes les divisions. J'ai confiance dans ce management et je sais que ce management saura redresser la barre. Et les commandes de l'État ? Les commandes de l'État sont celles d'EDF, sont celles de SNCF, comme vous le savez. Elles arriveront lorsque EDF, SNCF et quelques autres entreprises auront besoin. Je ne vois pas comment on pourrait anticiper, si ce n'est marginalement, un certain nombre de commandes uniquement pour une entreprise. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Autre actualité de cette journée, la tempête dans la région de Montpellier. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'agglomération. Certaines villes, comme Lunel, sont totalement isolées ce soir et on déplore au moins une victime. Jérôme Soulard. Dans les rues de Montpellier cet après-midi, même les sapeurs-pompiers avec leurs camions surélevés ont bien du mal à se déplacer. C'est un torrent qui menace la basse ville, un quartier souvent inondé par le passé, mais cette fois-ci... Là aujourd'hui c'est très gros comme inondation. D'habitude on est inondé mais là pas à ce point. Alors on écope, on attend, on évite que ça monte de trop sinon tout va boire. Avec cette pluie qui tombe sans arrêt depuis 10 heures ce matin, mais également des orages violents qui ont touché la région en fin d'après-midi, le centre de secours a reçu plus de 5000 appels de riverains effrayés. La difficulté pour les pompiers, c'est de déterminer les priorités. En priorité, nous traitons toutes les interventions où il y a des sauvetages de personnes à faire, des gens qui sont emportés dans leur voiture, avec les eaux, des personnes âgées, des personnes handicapées qui risquent de se noyer à tout moment. Et c'est les interventions que l'on fait en priorité. Soyez prudente, merci. Au revoir. Ce soir, les pompiers déplorent le décès d'une femme d'une quarantaine d'années. Des collégiens seraient bloqués par les eaux dans leur établissement. Quant aux prévisions météo pour ce soir, elles ne sont pas bonnes. Cette nuit, on a encore un bulletin météo alarmant puisque des inondations sont prévues en fin de matinée. Donc tout le monde est mobilisé sur le pont. Dans la région de Montpellier, des moyens militaires ont été réclamés pour aider aux nombreuses interventions à venir. Ce soir, les autorités appellent les habitants à rester chez eux, à l'abri et en sécurité. Et nous retrouvons tout de suite en duplex de Montpellier Alban Mikosi, pratiquement les pieds dans l'eau. Alban, quelle est la situation en ce moment et quelles sont les prévisions pour les heures qui viennent ? Eh bien, en ce moment, David, comme vous pouvez le voir, il pleut toujours, mais il pleut un petit peu moins fort que cet après-midi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que cet épisode orageux particulièrement violent va continuer. Il est prévu pour la nuit et jusqu'à demain matin aux premières heures. Il pourrait tomber encore jusqu'à 200 millilitres d'eau ici sur Montpellier, mais également un petit peu plus à l'est sur Nîmes et la basse vallée du Rhône. Un dernier bilan, Alban, on en est à une victime.
Je vous confirme effectivement cette information à Lunel. Ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, les enfants d'un collège qui sont actuellement bien bloqués dans leur collège à Lunel vont pouvoir y passer la nuit. Il faut surtout que les parents n'aillent pas les chercher. On vous invite également, si vous habitez la région nîmoise, à rester chez vous. La plupart des axes sont bloqués par des crues qui sont importantes. Dès qu'il y a une déclivité, l'eau s'est infiltrée et les routes ne sont pas praticables. Donc l'autoroute est complètement engorgée. Évitez l'autoroute, plus généralement évitez de sortir. Au maximum, restez chez vous. L'épisode devrait se calmer demain dans la matinée. Merci Alban. La carte de Météo France maintenant qui maintient son bulletin d'alerte de niveau orange, donc de 3 sur une échelle de 4 jusqu'à demain 16h. Soyez, on vous l'a déjà dit, très prudents si vous habitez ces départements, le Gard, la Lozère, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Alpes de Haute-Provence. Il est donc conseillé de limiter ces déplacements. Si cela s'avérait nécessaire, nous referions bien sûr un point en fin de journal sur la situation dans la région de Montpellier. Je vous le disais en titre, une enquête est en cours depuis hier soir à la SNCF après l'incident intervenu en gare de Villeneuve-Triage dans le Val-de-Marne. Des passagers invités à poursuivre leur voyage à pied car leur rame était en panne ont bien failli être percutés par un autre train. L'un d'entre eux a filmé la scène. Francis Mazoyer, Frédéric Pasquette. Un RER en panne, des passagers sur les voies. Soudain, une autre rame surgit. Aucune victime, un miracle. Comment ces passagers ont-ils pu se retrouver livrés à eux-mêmes sur une voie de chemin de fer, toujours ouverte à la circulation? À 18h45 samedi, leur RER Le Paris-Melun est tombé en panne, à quelques centaines de mètres de la gare de Villeneuve-Triage. À l'intérieur, un message du conducteur leur a demandé de sortir. Les portes se sont ouvertes côté voie et non côté quai. Il faut dégager la voie et vite. Un petit groupe se retrouve coincé entre les deux trains. D'autres passagers se réfugient contre les grilles, comme Virginie, 23 ans. J'ai eu très peur parce qu'on n'avait aucune visibilité et quand le train est arrivé dans le champ de vision, si vous voulez, il était très très près et il allait très vite. Vous avez vu la vitesse des trains qui passent ici, qui sont sans arrêt pour Paris, donc j'ai vraiment cru que j'allais... non, franchement, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Sur le coup, c'est la confusion dans la gare de Villeneuve-Triage. Beaucoup pensent qu'il y a eu de nombreux morts. J'ai une cliente prenait le train, elle est venue en courant venir me voir, me dit appelez vite les pompiers, la police, il y a un train à percuter des personnes, il y a moins 500 morts. Je dis mais c'est pas possible, si, il y a des gens qui sont actuellement sur les voies et c'est très grave. Et le train n'avait percuté personne en fait? Apparemment non, mais les gens étaient très affolés. Selon le patron de la SNCF, l'ordre a bien été donné de couper la circulation. Un ordre qui n'a pas été entendu. Il arrive aussi que des voyageurs descendent sur les voies, mais habituellement les circulations autour sont interrompues. Là, elles ne l'étaient pas, donc tout ceci mérite une investigation. Pour la SNCF, l'affaire est très embarrassante. Un rapport d'enquête est attendu dès mercredi. Oui, après-demain donc. On reste dans les transports avec la 6e journée ville sans voiture. Premier constat, l'initiative marque le pas. 72 villes seulement ont participé cette année, contre 98 l'an dernier. Il est vrai que c'était un dimanche. Succès mitigé aussi en raison des réactions suscitées. Certains y voient une initiative symbolique destinée à une prise de conscience. D'autres dénoncent un gadget qui désorganise la circulation. À Paris, reportage Nicolas Châteauneuf, Patrick Demilly. Monsieur, c'était signalé, monsieur. Signalé où? J'habite pas Paris, moi, madame. Je peux pas le savoir. J'ai fait 200 km. Mais je peux pas demander un justificatif à quelqu'un, je suis pas au courant. Personne l'a dit qu'il y avait ce bordel. Et c'est comme ça depuis 9h du matin. À Paris, la journée sans voiture a sans doute laissé un goût amer à bon nombre d'automobilistes. Car avant de pouvoir approcher des zones de circulation restreintes, la plupart ont vécu l'enfer urbain. Et pour beaucoup, arriver au barrage filtrant, le cauchemar continue. C'est pas léger. Madame, je suis photographe, vous travaillez en plein centre là, ça fait 1 heure que je suis dans le Je photographe. Monsieur. Embêtez tout le monde avec ça. C'est ça, bah, il y en a qui travaillent. La vie, c'est comme ça, monsieur. On peut pas travailler. Aujourd'hui, le centre de la capitale était interdit à tout ce qui ne ressemble pas à un taxi, une ambulance ou un bus. Surpris, trop optimiste ou tout simplement pas au courant, les autres fulminent au milieu des klaxons. Bah regardez sa voiture, c'est encore plus mobile qu'avant. D'habitude on descend 10 minutes au tribunal. Regardez là. C'est impossible. Au volant, les conducteurs se froissent, les tôles aussi.
À quelques mètres de cette scène, celui qui réussit à passer le barrage entre pourtant dans un autre monde. Le boulevard Saint-Michel vide, Notre-Dame sans voiture, les quais de Seine déserts. Certains Parisiens ont presque du mal à s'habituer à tant d'espace. Les endroits où il n'y a pas de voiture, il y a des piétons. Et puis les endroits où il y a des voitures, il y en a 2 fois plus. Restent bien sûr les fervents supporters de l'opération. On est venu exprès parce que c'est des journées sans voiture, mais on habite en banlieue. Donc on a pris le métro, voilà, pour venir. L'objectif de l'opération était de sensibiliser les citadins aux nuisances automobiles. De ce point de vue, l'édition 2003 sera sans doute un grand succès. Et de fait, l'utilisation de la voiture tend à diminuer en région Île-de-France. Après avoir beaucoup augmenté depuis 20 ou 30 ans, 38% des franciliens utilisaient quotidiennement leur véhicule en 1983. Ils étaient 45% en 97, mais depuis la tendance s'inverse, elle est à la baisse, 43,9% en 2001. Tendance qui s'est confirmée l'an dernier, même si on n'a pas encore les chiffres officiels. On va voir maintenant comment s'est déroulée cette journée dans plusieurs autres grandes villes de France, Avignon, Lille, Rennes. Sophie Rodier. Attendez, troisième feu. Troisième à droite. Oui. Vous allez jusqu'au bout du boulevard. Oui. Vous prenez encore à droite. Oui. Vous allez prendre la première sur votre gauche. Détour obligatoire. À Rennes, dans le centre-ville, pas de place pour les voitures aujourd'hui. Et même si c'est un peu compliqué, les automobilistes semblent jouer le jeu. Ça se passe très bien. Ouais. À mon poste, très très bien. Les gens sont pas trop récalcitrants. Non, non, non. Le centre de Rennes s'est même transformé pour un jour en un gigantesque jardin où piétons et vélos sont rois. Et pas d'exception, même les livreurs n'ont pas le droit de mettre une roue dans la zone réservée. Je dois aller dans le centre-ville à pied, avec l'outillage et tout, c'est pas évident. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut, quoi. Mais bon, on est obligé de s'y faire, quoi. Un vélo par-ci, un véhicule à pédale par-là. Aujourd'hui à Lille, les bus ont droit à tous les privilèges. Pour vider la ville de ses voitures, des navettes gratuites relient les parkings de la périphérie au centre-ville. C'est pour inciter un peu les gens à circuler de façon différente et pas toujours penser qu'à la bagnole. À Avignon, il y a ceux à qui la journée sans voiture donne des ailes. Mais comme à Paris, l'opération ne fait pas que des heureux. Les clients aussi semblent avoir déserté les rues. On a 3 touristes américains, tous nos habitués, personne n'est là. Et je veux bien contre la pollution et tout ça. Ils fermeraient leurs usines pendant 24 heures, ça ferait 1 an de pollution automobile, à mon avis. Erreur. Les scientifiques affirment que la moitié de la pollution est due à la voiture. Justice, on s'y attendait dans l'affaire de l'ordre du Temple solaire. Le procès en appel de Michel Tabachnik a été repoussé à juin 2004. Un rapport d'expertise est contesté. Je vous rappelle que le chef d'orchestre franco-suisse est soupçonné d'avoir, par ses enseignements, encouragé certains membres au suicide, ce qu'il a toujours catégoriquement nié. Michel Tabachnik a été relaxé en première instance. Dans l'affaire Allègre à Toulouse, on a appris aujourd'hui qu'un des témoins, le travesti surnommé Jamel, auteur de déclarations aussi fracassantes que fantaisistes, a été retrouvé mort samedi dans une clinique de la banlieue toulousaine. Il pourrait s'agir d'un suicide, l'enquête est en cours. Agnès Gardet, Muriel Lassaga. Pierre-Olivier Puisse, alias Jamel, son surnom de trottoir, est décédé samedi dans cet établissement où il avait été admis en état de crise psychiatrique. Le jeune homme était rentré sous une fausse identité. On ne découvrira qu'hier soir qu'il s'agissait de Jamel, 23 ans, le travesti aux déclarations fracassantes. Son avocat l'avait vu récemment, fragile certes, mais ni dépressif ni suicidaire. Son client voulait même revoir les juges pour s'expliquer. C'était pas du tout dans le sens de venir réaffirmer ces accusations, c'était au contraire dans le sens de venir expliquer comment il se trouvait dans ce dossier. Dans quel contexte il était arrivé dans ce dossier. Il souhaitait, je crois, s'expliquer, se mettre à jour sur ce qu'il avait pu vivre, ce qu'il n'avait pas vécu du tout, et donner comme ça des explications claires sur le contexte. Ces explications claires, on ne les aura pas et c'est très regrettable. Dans le sillage de Patricia, principale accusatrice du dossier Allègre, Jamel avait évoqué les soirées sadomaso violentes, impliquant des mineurs, fréquentées par des notables toulousains. Ce soir, les circonstances de sa mort sont toujours aussi floues. L'hypothèse d'une surdose de médicaments est avancée, mais l'autopsie pratiquée cet après-midi n'a encore rien révélé. L'enquête, diligentée par le parquet de Toulouse, pourrait permettre d'établir s'il s'agit ou non d'un suicide. Et on reste à Toulouse au lendemain des commémorations de la catastrophe AZF, commémoration mouvementée. Vous avez vu hier soir les images du maire Philippe Douste-Blazy prises à partie lors de la cérémonie par quelques dizaines de personnes. À l'origine de ce mouvement d'humeur, il y avait, semble-t-il, les interrogations sur l'utilisation des dons venus de toute la France à l'époque. Alors nous avons voulu savoir ce qu'il en était réellement. Enquête sur place, Isabelle de Lyon, Nicolas Auer.
Difficile de soulever ce rideau de fer, ça fait 2 ans qu'il rouille. Depuis l'explosion d'AZF, ce supermarché n'est qu'un local sombre, éventré, inutilisable. Impossible de réparer sans argent, mais le propriétaire n'a eu droit à rien. Moi j'en suis malade de toute façon de cette situation. Vous pensez bien que j'avais un commerce, j'avais des revenus, j'avais quelque chose qui tenait la route, et maintenant ça ne vaut plus rien. Trop de dons ne sont pas parvenus aux sinistrés, c'est une des raisons de la colère exprimée hier par les associations. 4 millions d'euros ont été distribués au fonds de secours d'urgence. Les écoles ont reçu des jouets, les défavorisés des voyages, restent 3,8 millions pas dépensés. Chahuté hier, Philippe Douste-Blazy a répliqué aujourd'hui. Aucun centime d'euro n'est gardé par la mairie de Toulouse et ne sera gardé par la mairie de Toulouse. Tous les euros iront bien sûr avant tout et surtout et uniquement aux sinistrés. Il faudra donc oublier cette délibération du conseil municipal. En mars, elle affectait le reliquat à la reconstruction de bâtiments communaux. Un détournement de fonds selon les sinistrés qui ont obtenu son annulation. La réalité, c'est quand même qu'il a fallu une pression qui explique peut-être l'extrême tension que nous avons connue hier. Depuis, un numéro vert a été mis à disposition des sinistrés et il sonne sans arrêt. Un comité examinera les dossiers, composé d'élus de la majorité, de l'opposition et des représentants des associations. À propos de risques industriels, cet incendie dans une usine de conditionnement de produits d'entretien à Château-Thierry, près de Soissons. Les flammes ont provoqué l'explosion de cuves de 10 000 litres de solvant. Une épaisse fumée noire visible à des kilomètres à la ronde s'est élevée au-dessus de la fabrique, isolée heureusement des habitations par une zone de 400 mètres. Il n'y a aucune victime. Une nouvelle évacuation par la police dans un camp de Roumains en Seine-Saint-Denis. 200 personnes ont été interpellées ici. 35 sont en garde à vue ce soir, dont 8 mineurs. Selon la police, des proxénètes recrutaient des jeunes filles en Roumanie en leur expliquant qu'elles allaient faire des ménages en France. À l'arrivée, elles étaient battues, violées et mises de force sur le trottoir. Quant aux garçons, ils étaient, semble-t-il, poussés à commettre des crimes et délits. Cette opération intervient alors qu'on s'interroge sur le plan d'aide au retour qui avait été proposé aux Roms de Roumanie. C'était il y a 1 an, on en avait beaucoup parlé. Raison de plus pour en faire le bilan. Un rapport vient d'être publié. C'est un échec. Karine Comazzi, Philippe Jasselin. Dans ce campement de la banlieue sud de Paris, 10 familles roms voient chaque jour passer les avions. Le retour au pays, la famille de Livia n'en veut pas, car là-bas, à Timișoara, on ne leur offre que la misère et une image de paria. Alors Livia préfère encore vivre en caravane et vendre des fleurs à la sauvette. Non, pas égal. Il n'y en a pas autorisé. Sans papier ni permis de travail, la famille a trouvé un système D pour éviter d'être expulsée. Comme beaucoup de familles, on va en Roumanie tous les 3 mois pour faire le visa. On est bien obligé, mais à chaque fois on a peur de se faire confisquer le passeport. Pourquoi? Quand on leur demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle, le mari de Livia détaille. Ici, elle gagne 10 fois plus qu'en Roumanie. Et le calcul est le même pour ceux qui vivent de mendicité ou de vol à la tire. Pour lutter contre l'immigration clandestine et les délits qui en découlent, le ministère de l'Intérieur a multiplié les expulsions dans les campements. 1157 en 2002, 1230 cette année. Et la France a mis en place avec le gouvernement roumain une politique d'incitation au retour volontaire, 153 € assortie d'une aide sociale sur place. C'est pourtant un échec retentissant. Seulement 5 Roms sont rentrés volontairement en Roumanie. Si on voulait vraiment faire un travail de coopération, de développement, d'aide à une minorité dans un pays difficile qui vit une crise économique profonde, je crois qu'on aurait mis en œuvre des vrais processus d'accompagnement et d'insertion. C'est l'échec des Roumains, pas le mien, répond en substance Nicolas Sarkozy. Quant aux conditions d'intégration en Roumanie, je voudrais rappeler que je ne suis pas ministre de l'Intérieur roumain. Paris a aussi multiplié les efforts en direction des mineurs, 304 000 € d'aide aux associations d'enfants roumains, mais seulement 21 d'entre eux ont été raccompagnés au pays. Là aussi, la politique de partenariat avec Bucarest a montré ses limites. Jacques Chirac est à New York. Le chef de l'État est venu assister à l'Assemblée générale de l'ONU. Elle sera notamment consacrée à l'Irak. Les divergences franco-américaines persistent. Dans ce contexte de brouille, le moindre geste est étudié à la loupe. C'est donc par un hommage aux victimes du 11 septembre que le président de la République a entamé son déplacement. Pascal Golomer, Tristan Lebras. L'heure est aux images symboles.
Dès sa descente de l'avion hier soir, Jacques Chirac a voulu rendre hommage aux victimes des attentats du World Trade Center, devant ce qui n'est pour l'instant qu'un monument provisoire à quelques centaines de mètres de Ground Zero, pour proposer de faire de cette date du 11 septembre une journée mondiale contre le terrorisme. Mais depuis 2001, les Américains ont mené la guerre en Irak et la France a fait entendre ses différences. Différences que le chef de l'État ne veut pas taire durant son séjour à New York. Combattre le terrorisme, a-t-il dit ce matin lors d'un colloque sur le sujet, ce n'est pas seulement une affaire de militaires. Il faut d'abord combattre ses racines, car le terrorisme n'est qu'un révélateur. Il est l'expression délirante, mais l'expression de souffrance, de frustration et d'injustice. Lorsqu'un pays est occupé par des forces étrangères, il s'approprie indûment le combat pour l'indépendance. L'allusion à la violence en Irak n'est qu'indirecte. Mais en ouvrant le New York Times ce matin, les Américains ont pu en savoir davantage sur la position française. Exercice délicat que cette interview, Jacques Chirac dit ne pas vouloir opposer son veto à une résolution américaine. Mais la France, ajoute-t-il, ne votera oui que si les Américains transfèrent le pouvoir aux Irakiens dans 6 à 9 mois. Un pas que les États-Unis refusent de franchir pour l'instant. La France apparaît donc toujours aujourd'hui, aux yeux d'une bonne partie de la presse et de l'opinion américaine, comme un allié bien ingrat, un ennemi, diront même certains. Et on voit mal comment le tête-à-tête prévu demain entre George Bush et Jacques Chirac permettra d'assainir une atmosphère décidément bien orageuse. Et comme un coup de semonce à la veille de cette assemblée générale consacrée à l'Irak, l'ONU a une nouvelle fois été prise pour cible à Bagdad. Un attentat suicide a fait 2 morts ce matin, dont le kamikaze Richard Binet. Sous le regard des boys, le véhicule calciné du kamikaze. Depuis l'attentat du 19 août dernier contre l'ONU, 22 morts dont le représentant spécial des Nations Unies, les GIs pensaient avoir sécurisé la zone. Mais ce matin, un homme seul a pu s'approcher du siège de l'organisation et déclencher une charge d'explosifs. Lorsque l'assaillant a compris qu'il ne pourrait pas s'approcher plus près du siège de l'ONU, il a décidé de prendre des civils irakiens pour cible. À cette heure matinale, seuls quelques employés étaient déjà à leur poste. 2 morts, dont le kamikaze, et 17 blessés, des membres de la sécurité irakienne pour la plupart. J'ai entendu une énorme déflagration et j'ai été projeté à 3 mètres en arrière. Des hélicoptères américains survolent la zone. Les employés des Nations Unies se désespèrent. Combien de personnes doivent encore mourir avant que l'ONU puisse travailler dans ce pays et apporter une assistance humanitaire? Alors que de nouvelles discussions s'ouvrent à l'ONU, le message des extrémistes semble clair. Ni présence américaine, ni force internationale sur le sol irakien. En Allemagne, la revanche d'Edmund Stoiber, candidat de l'opposition conservatrice face à Gerhard Schröder. L'an passé, il avait été battu d'une courte tête. Il a triomphé hier dans sa région, la Bavière, la plus riche d'Allemagne, en emportant plus de 2/3 des sièges. C'est quasiment du jamais vu. Le candidat social-démocrate a réalisé moins de 20% des voix, à l'heure où Gerhard Schröder entame une série de réformes drastiques de l'État-providence. C'est donc un revers pour le chancelier. Direction le Portugal maintenant. En France, on a beaucoup évoqué le terrible bilan des incendies de forêt cet été, mais là-bas la situation est sans commune mesure. Toute proportion gardée, les surfaces brûlées sont 25 fois plus importantes. C'est une catastrophe nationale. Envoyée spéciale Christelle Bertrand, Mélissa Montero. Voilà l'état de la forêt portugaise après un été d'incendie. Comme dans les autres pays d'Europe, la canicule, les pyromanes, le vent se sont chargés d'allumer et propager le feu. Ici, faute de moyens, les pompiers ont concentré leurs efforts sur les habitations. Certaines ont été sauvées in extremis. En quelques minutes, les flammes ont glissé du jardin vers le toit. Une fois qu'il s'est occupé du premier étage, le feu est descendu par l'escalier pour finalement être contraint d'arrêter sa course sur le fauteuil. Quand le feu est arrivé à ma maison, moi je suis partie. Mon fils m'a ramené parce que c'était très très dangereux. Il y en avait de feu partout, alors moi j'avais eu très peur. J'avais mes petits-enfants, je les avais donnés à une voisine. Et là on est parti. En 10 jours, la peur s'est estompée. Quand les derniers souvenirs seront emballés, les travaux de reconstruction vont pouvoir commencer. Les énormes brasiers ont tué 20 personnes et ravagé plus de 400 000 hectares de forêt. Les ingénieurs vont mettre des semaines à établir les bilans détaillés de cette catastrophe écologique.
Certaines espèces vont mettre 50 ans à se relever. Mais par exemple, on pense qu'un pin de 5 ans va se régénérer plus rapidement. Le pays n'avait pas connu pareils incendies depuis plus de 30 ans. 80 millions d'euros, c'est la somme promise au Portugal par le Fonds européen de solidarité. C'est bien peu, comparé aux milliards de dégâts pour l'instant estimés. En France, le dernier bilan fait état de 65 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. C'est le plus lourd depuis 1990. On a beaucoup parlé aussi des agriculteurs en manque de foin en raison de la sécheresse. Eh bien, les éleveurs ont décidé de prendre eux-mêmes les choses en main et de s'entraider. 2 convois organisés par les exploitants de Mayenne et du Loir-et-Cher ont pris ce matin la route du Cantal et de l'Aveyron. Daniel Wolfram. 6 heures ce matin à Château-Gontier en Mayenne, 250 tonnes de foin chargées, mais le convoi n'est pas destiné aux élevages de la région. On part dans le Cantal, pourquoi faire? Donc on va aller donner du foin aux agriculteurs du Cantal qui seront en manque de fourrage dans cette région. Ce sont les syndicats agricoles qui organisent ce geste de solidarité pour, affirme-t-il, suppléer l'absence des pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous nous sentons largement abandonnés et de voir les éleveurs mayennais se prendre en main. Déjà qu'ils nous ont offert la marchandise, mais en plus se prendre en main pour transporter la marchandise eux-mêmes avec des tracteurs, quitter leur exploitation pendant 5 jours, et bien vraiment, ça nous fait chaud au cœur. 5 jours pour parcourir 1200 km aller-retour, un vrai périple. De fait, regrettent les agriculteurs, ni l'armée, ni la SNCF, ni les transporteurs privés n'ont proposé de solutions adéquates, alors ils ont préféré compter sur leurs propres forces. La santé avec la fin des journées d'information consacrées à l'obésité et à la surcharge pondérale, comme on dit très pudiquement. Elles étaient organisées à Brides-les-Bains, en Savoie. Une étude a retenu l'attention. Elle porte, au-delà de l'aspect médical, sur la vie au quotidien. Moquerie, exclusion et repli. Dossier signé Nathalie Sapena, Nathalie Gallet. Shopping mère-fille dans une boutique chic réservée aux morphologies plantureuses. Ici, on trouve des vêtements du 42 au 60 et surtout des vendeuses sans a priori. Quelle taille? 50. Super. Logiquement, le 50 est bien parce que ça se détend un tout petit peu. Le regard des autres est dur, mais enfin bon... Et ici, vous n'avez pas cette impression-là? Ici, j'ai pas, non, parce que quelquefois, je me trouve être la plus mince du magasin, alors... L'obésité est une notion médicale qui se mesure avec l'indice de masse corporelle calculé à partir du poids et de la taille. Avec 51 kilos, une femme d'1,65 m est considérée comme maigre. Avec 65 kilos, son IMC est normal. 72 kilos, elle atteint la zone de surpoids. Avec 85 kilos, l'IMC est à 32, c'est l'obésité. À plus de 103 kilos, l'obésité est alors qualifiée de sévère car elle s'accompagne de graves maladies comme le diabète. En France, 5 millions d'adultes sont obèses. Un problème de santé, mais aussi un enjeu de société. Pour Catherine Lemoine, il y a même un véritable racisme anti-gros dont elle souffre tous les jours. Quand vous marchez tranquillement dans la rue et qu'on dit tiens voilà le troupeau d'éléphants ou qu'à chaque fois que vous mettez le nez dehors, vous subissez des regards, des insultes. Quand vous allez à la plage et que vous avez des coups de coude en permanence, quand vous faites vos courses ou quand vous mangez une glace dans la rue et qu'on vous regarde alors que c'est peut-être la seule glace que vous allez manger dans l'année finalement, personne n'est là pour le vérifier, c'est un peu insupportable, oui. Et ça, c'est fréquent? C'est constamment. Montré du doigt dès son enfance ou son adolescence, l'obèse réagit en se cachant, en s'isolant. Et on a un phénomène, un cercle vicieux de l'obésité. Le gamin est un petit peu gros, il est stigmatisé, il se dévalorise, il se désocialise et il mange pour compenser. Alors la stigmatisation, elle ne crée pas l'obésité, mais elle l'aggrave. Cette stigmatisation ne fait que souligner l'impuissance des médecins à faire maigrir les obèses. Il y a 3 ans, Eric avait réussi à perdre 77 kilos. Il les a presque tous repris. Un yo-yo vertigineux qui le replonge dans l'enfer. Pour être accepté dans le groupe, pour être accepté dans la bande, on se dit tiens, je vais plaisanter sur moi-même, ça va désarmer d'une certaine manière les colibés dont je pourrais être l'objet un petit peu plus tard. En fait, c'est faux. C'est un rire jaune. Toutes les plaisanteries qui sont faites sur les gros, même avec son accord, ça fait toujours mal. Des attitudes négatives qui révèlent en fait une véritable discrimination. Les obèses ont des revenus plus bas et une promotion sociale ralentie. Cette exclusion, les gros la combattent en se rassemblant, comme ici au cours d'aquagym de l'association Allegro Fortissimo.
L'objectif de ça, c'est de venir, oser mettre son maillot de bain, trouver que c'est agréable d'être dans l'eau et peut-être après aller dans n'importe quelle piscine et affronter le regard. Donc c'est pas fait pour rester entre soi, c'est quelque chose d'ouvert pour permettre d'aller ailleurs après et d'avoir repris possession de son corps parce que très souvent on ignore notre corps. Chaque année, le nombre d'obèses augmente de 5%. Leur combat pour être accepté par la société ne fait que commencer. Et à propos de santé, à suivre ce soir, complément d'enquête consacré à la canicule et aux personnes âgées avec une contre-enquête sur la réaction des ministres et du gouvernement à l'époque. Jean-François Mattei et François Fillon répondront aux questions de Benoît Duquesne avec aussi de nombreux reportages. Complément d'enquête à partir de 23 h. L'espace et cette nouvelle avancée dans la connaissance des étoiles. Un astre glouton avait été observé pour la première fois l'an dernier grâce au télescope Hubble, un astre qui grossit en avalant les planètes alentours. Eh bien, les scientifiques viennent d'expliquer le phénomène. Gaël Chauvin, Bernard Puissesseau. C'est l'histoire d'une petite étoile qui s'est mise à tout voir en grand. L'histoire extraordinaire du record de Monocerotis, 3 mois pour devenir l'objet le plus lumineux de la galaxie, 3 mois pour devenir une supergéante sans exploser. C'est la première fois que le télescope Hubble a pu photographier une telle évolution. L'étoile tirerait sa force de sa gloutonnerie. En prenant comme toutes les étoiles du volume avec l'âge, Monocerotis aurait entraîné dans son atmosphère une planète de la taille de Jupiter. Celle-ci aurait alors tournoyé jusqu'à l'hydrogène du noyau, provoquant l'explosion et l'expansion de l'étoile. Après avoir avalé 3 planètes de la sorte, Monocerotis s'est mise à briller 600 000 fois plus que le Soleil. C'est que c'est une idée qu'on a depuis 30 ans en tête, et là on pense l'avoir vue, vraiment. Voilà. Et du coup, on pense que c'est un phénomène assez courant, mais on n'avait pas encore réussi à l'identifier. Il existe peut-être plusieurs planètes assez proches d'une étoile, plusieurs planètes de grande masse proches d'une étoile qui peuvent être absorbées, au moment où l'étoile commence à gonfler. Et c'est le sort qui attend notre étoile, le Soleil. En prenant du volume, il absorbera Mercure, puis Vénus, et sans doute aussi la Terre, mais pas avant 3 ou 4 milliards d'années. Et on a encore un peu de temps. Le mondial du 2 roues, le salon ouvrira ses portes vendredi prochain à Paris. Une image en attendant, celle du plus ancien modèle de Harley-Davidson. Il a été fabriqué à 30 exemplaires en 1903. Il ne reste plus que cette moto. Elle sera donc exposée cette année. On va la découvrir. La voici. Musique, revoici Sting à 52 ans, c'est son 8e album. Olivier Lenuzza, Mathias Barrois. Les années passent, lui semble rajeunir. Sting, bientôt 52 ans. Loin des excès, des abus, loin de police, le gamin de la banlieue ouvrière de Newcastle est devenu un gentleman crooner. Sting sort aujourd'hui son 8e album personnel, 11 chansons écrites à Paris, quelques temps avant la guerre en Irak. Il y a un sentiment d'urgence dans ce disque, d'anxiété, de colère même, en raison de ce qui se passait à l'époque. J'étais très intrigué par la controverse entre Bush, Chirac, Blair, Schroeder. J'avais peur de ce qui allait se produire. Un disque enregistré à Londres, New York, Los Angeles. Sting, la bonne conscience du rock humanitaire, rejette aujourd'hui les grandes théories. Je crois qu'on fait le monde en fonction des relations qu'on établit les uns avec les autres. Le monde ne se fabrique pas à coups de grandes idées. On le crée jour après jour, de façon modeste. Une invitée, Mary J. Blige, reine actuelle de la soul. Alors, certes, on peut reprocher à Sting de ne faire que du Sting, mais au moins, il le fait bien.
Quelques notes de musique encore avec le retour de Solancy, association de lutte contre le sida, nouveau disque, un conte musical pour les enfants, baptisé Sol en cirque, est présenté lors de cette conférence de presse aujourd'hui, et toujours de nombreuses personnalités, les parrains familiers de l'association, Zazie, Souchon ou encore Carla Bruni ou Claude Nougaro. L'album sera disponible le 30 septembre. Sport, l'image du week-end comme chaque lundi, ce sont ces deux jolies performances françaises en championnat du monde de ski nautique en Floride. 2 médailles d'argent, Géraldine Jamin en slalom, Clémentine Lucine en figure. C'est assez impressionnant. Fin de cette édition, juste avant de refermer ce journal, retour sur les intempéries, donc en fin d'après-midi et ce soir, en ce moment même, sur la région de Montpellier. Le point, les dernières images commentées par Jérôme Soulard. Des trompes d'eau sur les régions du Gard et de l'Hérault. Depuis 10 heures ce matin, les pluies et les orages se succèdent sans arrêt. Résultat, des routes inondées, des riverains bloqués dans leurs voitures. À Lunel, près de Montpellier, les pompiers déplorent la mort d'une femme d'une quarantaine d'années. Elle aurait été aspirée par une buse. Toujours dans la région, des collégiens qui seraient bloqués dans leur établissement, mais cette fois-ci pas de blessés. Le centre de secours a ainsi enregistré plus de 5000 appels, 800 interventions périlleuses pour les pompiers et les prévisions météo pour la nuit ne sont vraiment pas bonnes. Cette nuit, on a encore un bulletin météo alarmant puisque des inondations sont prévues en fin de matinée, donc tout le monde est mobilisé sur le pont. Ce soir, les autorités appellent les habitants à rester chez eux, à l'abri. Et nous retrouvons Alban Mikosi pour un dernier point en direct de Montpellier. Quelle est la situation, Alban ? Eh bien, comme Jérôme Soulard vient de le dire, l'épisode orageux va continuer. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble s'être pour l'instant un peu apaisé. Alors, si vous habitez la région de Lunel, il est vivement recommandé de rester chez vous. Les enfants qui sont restés dans les collèges et les lycées ont été pris en charge. Il n'y a plus d'électricité à Marseillargues, plus d'électricité à Lunel. Des liaisons téléphoniques très difficiles, donc ne vous affolez pas si vous n'arrivez pas à voir ces communes, c'est normal. Les secours sont actuellement à l'œuvre sur le terrain et on espère une stabilisation de la situation dans la nuit. En tout cas, le préfet a pris la parole pour recommander à chacun de rester chez soi. Merci Alban pour ce tout dernier point. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. La météo, Isabelle Martinet, demain ce sera l'automne et une météo d'automne. 20h55, un téléfilm, Retour aux sources, avec Richard Bohringer. 22h36, je vous disais 23h, mais c'est 22h36, complément d'enquête avec Benoît Duquesne. Dernier journal, minuit et demi, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Emery de Montesquieu, sénateur UDF du Gers. Et on se quitte sur ces images d'un chanteur qui va peut-être faire carrière. Il s'appelle Bill Clinton et il a chanté Imagine à l'occasion de l'anniversaire de Shimon Peres, prix Nobel de la paix, qui fêtait ses 80 ans. On écoute Bill Clinton.